Bonjour. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera consacré à la lecture des chapitres 31, 32, 33, 34 et 35 de l'œuvre du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Avant de commencer la lecture, on fait un petit rappel des chapitres précédents. Eh bien tout simplement, dans les vidéos précédentes, on a vu que le narrateur, le condamné à mort, a été transféré à la conciergerie. C'est le dernier jour de l'exécution. Le condamné attend son heure, c'est-à-dire qu'on l'exécute. Il vient de recevoir la visite du prêtre. Celui-ci avait un discours qui était vide de toute compassion, de toute consolation. Le narrateur, le condamné, il avait l'impression que le prêtre parlait comme une machine. Son discours ne sortait pas de son cœur pour toucher le sien. Donc, il a demandé au prêtre de partir et qu'il l'appellerait au cas où il aurait besoin de lui. Donc maintenant, chapitre 31, chapitre 32. Chapitre 31 d'abord, le narrateur va recevoir la visite d'un monsieur, d'un architecte qui va prendre les mesures de la cellule et qui va informer le narrateur que la prison sera rénovée dans 6 mois. Dans le chapitre 32, le narrateur, ou bien le gardien, le gendarme gardien qui surveille le narrateur, va changer. Donc, on va changer le gendarme qui le surveille et un autre gendarme qui va venir qui est un petit peu bizarre, qui est différent des autres et qui va lui demander au narrateur quelque chose vraiment de stupide, quelque chose qui n'est pas ordinaire. Voilà. Donc, on commence la lecture du chapitre 31. Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé, puis a ouvert un pied de roi et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour dire tantôt « c'est cela », tantôt « ce n'est pas cela ». J'ai demandé au gendarme qui c'était. Il paraît que c'est une espèce de sous-architecte employé à la prison. De son côté, sa curiosité s'est éveillée sur mon compte. Il a échangé quelques demi-mots avec le porte-clés qui l'accompagnait, puis a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air insouciant et s'est remis à parler à haute voix et à prendre des mesures. Sa besogne finie, c'est-à-dire son travail, lorsqu'il a fini son travail, il s'est approché de moi en me disant avec sa voix éclatante « Mon bon ami, dans 6 mois cette prison sera beaucoup mieux. » Et son geste semblait ajouter « Vous n'en jouirez pas, c'est dommage. » Il souriait presque. J'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement, comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. Mon gendarme, vieux soldat à chevrons, s'est chargé de la réponse. « Monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. » L'architecte s'en est allé. Moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait. Chapitre 32. Et puis, il m'est arrivé une chose ridicule. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très ridicule. On va changer son vieux gendarme, un autre gendarme qui va venir et qui va lui demander quelque chose de bizarre. Et puis, il m'est arrivé une chose ridicule. On est venu relever mon bon vieux gendarme, auquel, ingrat égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main. Un autre l'a remplacé, homme à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Au reste, je n'y avais fait aucune attention. Je tournai le dos à la porte, assis devant la table. Je tâchais de rafraîchir mon front avec ma main, et mes pensées troublaient mon esprit. Un léger coup frappé sur mon épaule m'a fait tourner la tête. C'était le nouveau gendarme, avec qui j'étais seul. Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole. Criminel,
Avez-vous bon cœur? Non, lui ai-je dit. La brusquerie de ma réponse a paru le déconcerter. Cependant, il a repris en hésitant. On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. Pourquoi non? Ai-je répliqué. Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi. Où voulez-vous en venir? Pardon, mon criminel, a-t-il répondu. 2 mots seulement. Je vais te dire 2 mots seulement. Voici, si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme, et que cela ne vous coûtât rien, est-ce que vous ne le feriez pas? J'ai haussé les épaules. Voilà. Donc, il lui demande une faveur. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et ça va rien vous coûter. Est-ce que vous arrivez de Charenton? Vous choisissez un sanglier vase pour y puiser du bonheur. Moi faire le bonheur de quelqu'un. Il a baissé la voix et a pris, ou bien est pris, un air mystérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote. Oui, criminel, oui, bonheur, oui, fortune. Tout cela me sera venu de vous, c'est-à-dire grâce à vous, je serai heureux et je serai très riche. Voici, je suis un pauvre gendarme, le service est lourd, la paie est légère, c'est-à-dire je fais beaucoup de travail, je travaille énormément, le travail est pénible, mais le salaire n'est pas vraiment très bon, hein, ce n'est pas un très bon salaire. Mon cheval est à moi et me ruine, j'ai beaucoup de dépenses. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer, c'est-à-dire je joue à la loterie, je joue au pari. Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros. Voilà, il cherche à avoir les bons numéros à la loterie. J'en cherche partout dessus. Je tombe toujours à côté. Voilà, lorsqu'il choisit un numéro pour gagner à la loterie, il tombe juste à côté. Je mets le 76, il sort le 77. J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît. Je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon, criminel, que vous passez aujourd'hui, c'est-à-dire vous allez mourir aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance, c'est-à-dire vous connaissez ou bien vous voyez très bien la loterie d'avance. Vous savez très bien quels numéros seront des numéros gagnants. Donc promettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que cela vous fait? Me donner 3 numéros, 3 bons, c'est-à-dire aidez-moi. Après votre mort, est-ce que vous pouvez venir et me donner les numéros gagnants, n'est-ce pas? Je n'ai pas peur des revenants, soyez tranquille. Voici mon adresse. Il lui donne l'adresse pour que le condamné, après sa mort, il vient chez le gendarme, lui, filer les 3 numéros gagnants. Venez même ce soir. Voilà, donc l'adresse, pardon. Caserne Popincourt, escalier A, numéro 26, au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas? Venez même ce soir, si cela vous est plus commode. J'aurais dédaigné de lui répondre à cet imbécile si une espérance folle ne m'avait traversé l'esprit. Donc le narrateur, il voit très bien que ce gendarme est anormal. Donc il va tenter un dernier coup. Voilà, il a une dernière espérance qui nous dit donc une espérance folle. Donc c'est une personnification. Ne m'avait traversé l'esprit. C'est-à-dire il va jouer une dernière carte, un dernier tour. Donc dans la position désespérée où je suis. Donc voilà, il va essayer de jouer un dernier tour. Pourquoi pas? Peut-être ça va marcher. On croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu. Écoute, lui ai-je dit, en faisant le comédien autant que le peut faire celui qui va mourir. Je puis en effet te rendre plus riche que le roi. C'est-à-dire, je peux t'aider, je peux te rendre riche, te faire gagner des millions. Je peux te faire gagner des millions, beaucoup d'argent. Mais j'ai une seule condition. Il ouvrait des yeux stupides, voilà, c'est-à-dire le gendarme. Il a été très attentif, il a ouvert gros ses yeux. Laquelle? Quelle est cette condition? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aides? Tout pour vous plaire, mon criminel. Au lieu de 3 numéros, voilà,
C'est-à-dire, je ne vais pas t'apporter seulement 3 numéros, c'est le narrateur qui parle, mais je t'en promets 4. Je vais te donner 4 numéros. Mais la seule condition que j'ai, c'est que tu dois changer tes vêtements avec moi. Change d'habit avec moi. Et là, on comprend très bien que lorsqu'on va changer les vêtements, ou bien on va échanger les vêtements, eh bien, le narrateur pourrait s'évader. On peut prendre le gendarme pour le narrateur et comme ça, le narrateur, il peut sauver sa peau. Si ce n'est que cela, s'est-il écrié en défaisant les premières agrafes de son uniforme. C'est-à-dire, il a accepté, il a commencé à défaire les nœuds et les agrafes de son uniforme. Je m'étais levé de ma chaise. J'observais tous ses mouvements. Mon cœur palpitait. Mon cœur frappait très fort. Je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme de gendarme et la place et la rue et le palais de justice derrière moi. Mais, sauf que, il s'est retourné d'un air indécis. Ah, ça! Vous ne faites pas ceci pour sortir d'ici, hein? Ce n'est pas pour sortir d'ici. J'ai compris que tout était perdu. Cependant, j'ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien insensé. Si fait, lui ai-je dit, mais ta fortune est faite. Il m'a interrompu. Ah bien non, tiens, aimez numéro, pour qu'il soit bon, il faut que vous soyez mort. Je me suis rassis, muet et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue. Voilà, donc, il ne peut plus s'évader. Le gendarme refuse d'échanger ses vêtements avec le condamné. On passe au chapitre 33. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes, riants, comme des îles de fleurs, sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Je me revois enfant, écolier, rieur et frais, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande allée verte de ce jardin sauvage où ont coulé mes premières années, ancien enclos de religieuses que domine de sa tête de plomb le sombre homme du Val de Grâce. Et puis, 4 ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant mais déjà rêveur et passionné. Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin, la petite Espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses, l'Andalouse de 14 ans, Pepa. Donc, il évoque un souvenir de sa jeunesse, on peut dire une relation d'amour passagère avec une Espagnole, une Andalouse qui s'appelle Pepa. Donc, elle avait 14 ans et lui, il était assez jeune. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer et nous causons. Nous parlons, enfants du même âge, non du même sexe. C'est-à-dire, elle, c'est une fille et moi, je suis un garçon. Pourtant, il y a encore qu'un an, nous courions, nous luttions ensemble. Je disputais à Pépita la plus belle pomme du pommier. Je la frappais pour un nid d'oiseau. Elle pleurait, je disais c'est bien fait. Et nous allions tous deux nous plaindre ensemble à nos mères, qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras et je suis tout fier et tout ému. Nous marchons lentement, nous parlons bas. Elle laisse tomber son mouchoir. Je le lui ramasse. Nos mains tremblent en se touchant. Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres, ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans, nous disant des choses innocentes et nous rougissant tous deux. La petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été. Nous étions sous les marronniers au fond du jardin. Après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras et me dit « Courons !» Je la vois encore, elle était toute en noir, en deuil de sa grand-mère. Il lui passa par la tête une idée d'enfant. Pepa redevint Pépita. Elle me dit « Courons !» Et elle se mit à courir devant moi, avec sa taille fine comme le corset d'une abeille.
et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. Je la poursuivis et fuyais, le vent de sa course soulevait par moments sa pèlerine noire et me laissait voir son dos brun et frais. J'étais hors de moi. Je l'atteignis près du vieux puisard en ruine. Je la pris par la ceinture du droit de victoire et je la fis asseoir sur un banc de gazon. Elle ne résista pas. Elle était essoufflée et riait. Moi j'étais sérieux et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. Les prunelles, c'est-à-dire les yeux. Asseyez-vous là, me dit-elle. Elle fait encore grand jour, lisons quelque chose. Avez-vous un livre? J'avais sur moi le tome second des voyages de... Pardon? Des voyages de Spallanzani. J'ouvris un au hasard. Je me rapprochai d'elle. Elle appuyait son épaule à mon épaule et nous nous mîmes à lire chacun de notre côté, tout bas, la même page. Avant de tourner le feuillet, elle était toujours obligée de m'attendre. Mon esprit allait moins vite que le sien. Avez-vous fini? Me disait-elle, que j'avais à peine commencé. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient. Nos haleines peu à peu se rapprochèrent et nos bouches tout à coup. Quand nous voulûmes continuer notre lecture, le ciel était étoilé. « Oh, maman, maman, dit-elle en rentrant, si tu savais comme nous avons couru. » Moi, je gardais le silence. « Tu ne dis rien, me dit ma mère. Tu as l'air triste. » J'avais le paradis dans le cœur. C'est une soirée que je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie. Donc, chapitre 34. Une heure vient de sonner. Je ne sais laquelle. J'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, voilà, donc il a évoqué un souvenir dans le chapitre 33. Dans le chapitre 34, le bruit et le bourdonnement dû, bien sûr, à l'heure qui sonne, eh bien, ça lui rappelle également un autre souvenir. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur. Mais je voudrais me repentir davantage encore. J'avais plus de remords avant ma condamnation. Depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé une minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme d'une chose nouvelle. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée dans l'extrémité sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière de sang, le sang de l'autre et le sang voilà, et le mien, c'est-à-dire. Donc il compare sa vie à un bout de tissu, une étoffe, et dans les deux extrémités, il y en a du sang. Le sang de l'autre, c'est-à-dire de sa victime, de la personne morte, et de l'autre bout, il y a son propre sang. Si on lit un jour mon histoire, après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable, qui s'ouvre par un crime, c'est-à-dire le crime qu'il a commis, et se clôt par un supplice, et aura l'air d'être pareillé. Et pourtant, misérable loi et misérable homme, je n'étais pas un méchant. Oh, mourir dans quelques heures et penser qu'il y a un an, à pareil jour, j'étais libre et pur, que je faisais mes promenades d'automne, que j'errais sous les arbres et que je marchais dans les feuilles. Chapitre 35. En ce moment même, il y a tout auprès de moi dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la grève, et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leurs robes de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Voilà. Donc, on a fini la lecture des chapitres 31, 32, 33, 34 et 35. Donc,
À la prochaine vidéo.